Bonsoir. Bonsoir, professeur. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes chargé de cours à l'AIMS à Hambourg. C'est l'Institut africain de sciences mathématiques qui est dirigé par le professeur Sangaré, je pense qu'il est avec nous ce soir. Oui, il est là dans la salle. Là. Donc, je pense c'est un institut qui a été inauguré en septembre 2012. Je pense qu'il y a même beaucoup de médailles Fields, parce que la médaille Fields, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu le prix Nobel de mathématiques. Oui, il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques. Et à la place, il y a cette médaille Fields qui a cette particulier qu'elle est toujours décernée à des chercheurs de moins de 40 ans. Parce qu'elle fonctionne aussi bien comme une récompense que comme un encouragement. Et c'est exactement ce que je voulais demander, parce que je me disais que comparé au prix Nobel, vous êtes un peu jeune peut-être pour être un prix Nobel de mathématiques. Oui, c'est l'avantage en mathématiques. Mais vous savez, les mathématiciens ont mûri plus vite que les autres disciplines. Peut-être qu'on vieillit plus vite aussi après. En tout cas, les mathématiciens, ils commencent plus jeunes tout de suite dans le cœur du sujet. Et donc, effectivement, vous parlez de ce projet AIMS avec l'Institut qui a été inauguré à Hambourg. Le président Wade était là. Il ne fumait pas le jour de l'inauguration, je peux garantir. Et c'est un projet qui, effectivement, suscite pas mal d'enthousiasme dans le monde. D'abord, il y a quelque chose d'important à rappeler, c'est que les sciences mathématiques, sciences physiques, sciences en général, c'est l'affaire de tout le monde. Ça a été bien dit tout à l'heure, l'environnement, c'est l'affaire de tout le monde, pas seulement de ceux qui sont directement concernés, mais le monde entier est concerné. Mais pour les maths, c'est plus difficile à démontrer ça, parce que ça a l'air tellement rébarbatif, austère. Rébarbatif, austère, dites donc. Mais ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que les gens oublient, parce qu'on ne le voit pas forcément directement, c'est que des mathématiques, on les trouve derrière énormément de choses qui sont dans notre quotidien. Chaque fois que vous regardez la météo sur la télévision, c'est un problème de mathématiques qui a été résolu pour vous. Savoir s'il va pleuvoir à tel ou tel endroit, derrière, il y a des équations aux dérivées partielles. Derrière, il y a des calculs avec des ordinateurs où les mathématiques sont en bonne place. Et ça a une importance fondamentale, non seulement pour notre bien-être, mais aussi pour pouvoir anticiper les questions environnementales. Quand vous regardez, par exemple, les questions, tout ce qui est les prix des transports, les prix des avions sont fixés en partie par des règles commerciales, en partie par de savants calculs mathématiques. Vos ordinateurs sont bourrés de mathématiques, y compris aussi les caméras et le matériel qui sert à nous enregistrer maintenant. Et derrière, souvent, les enjeux sont importants. J'ai fait, récemment, je faisais des chroniques sur une radio française pour précisément sensibiliser le public à ça. Partir de choses quotidiennes et voir où sont les mathématiques derrière. Par exemple, un exemple que je traitais, c'est la question de la régulation du trafic automobile. Ça va bien avec le sujet qui était abordé ici, parce que précisément, l'émission de polluants par automobile, c'est un problème d'environnement mondial. Et donc, par exemple, IBM a travaillé avec des programmes informatiques, des algorithmes mathématiques importants sur le contrôle du trafic automobile, par exemple à Singapour, avec un système très intéressant de péage recalculé en temps réel pour amener les automobilistes à éviter les embouteillages. Non seulement on réduit le temps d'attente, mais on réduit les émissions de polluants. Ils ont calculé une réduction de l'ordre de 15% peut-être. C'est un problème mathématique derrière. Tout à fait. Mais comme je disais, vous avez été primé pour le comportement des gaz et des plasmas. C'est des choses peut-être qu'on ne peut pas comprendre tout de suite. Détrompez-vous. Les gaz et les plasmas, c'est partout. Autour de nous, il y a l'air qui nous entoure, par exemple. Alors, il faut essayer de se représenter un peu ce que c'est. Là, l'air, il est tranquille autour de nous. Mais en fait, ce sont des milliards de molécules en perpétuelle agitation. Et elles se choquent les unes contre les autres. C'est extrêmement chaotique. Comment faire pour prévoir ce qui va se passer? C'est à ce genre de questions que tente de répondre l'équation de Boltzmann, qui a été écrite il y a un siècle à peu près, et qui est maintenant utilisée en grande partie, par exemple, pour tous les calculs dans l'aviation qui se passent un peu en atmosphère raréfiée, ou par exemple, dans les moteurs des voitures, on y revient encore, pour calculer les trajets des gaz dans les moteurs. Et donc, ce genre d'équation, c'est là-dessus que j'ai fait ma thèse. Ce sont des problèmes de mathématiques, mais très ancrés dans le réel. Parce que je vois qu'il y a des énigmes, on dit des énigmes du millénaire.
c'est des problèmes mathématiques qui ne sont pas résolus. La question que je me pose tout le temps, c'est qui c'est qui a posé ce problème? Nous, ce qu'on sait, nous, en tant qu'étudiants, quand un professeur nous pose un problème, c'est qu'il a la solution. Maintenant, il y a des problèmes qui sont posés et dont personne n'a la solution. Oui, et je vais vous dire même, des problèmes qui sont posés et dont personne n'a la solution, il y en a beaucoup plus que des problèmes dont on a la solution. Et qui c'est qui les pose alors? Les chercheurs, ils en posent, ils en trouvent, ils butent dessus. Par exemple, l'un des problèmes qui est mis à prix pour $1 million par le Clay Mathematics Institute, $1 million américain, c'est savoir si les solutions de l'équation de Navier-Stokes, l'équation qui décrit le mouvement des fluides incompressibles visqueux, comme l'eau qui s'agite là, au large des côtes si menacées par les problèmes environnementaux. Donc cette équation de Navier-Stokes qui a une importance fondamentale en modélisation ou pour la marine et tout ce qu'on veut, on ne sait pas encore si les flots qui sont engendrés par cette équation sont des flots réguliers ou s'ils peuvent arriver à de brusques singularités, des comportements imprévisibles. Et ce problème, le problème de la régularité des solutions de Navier-Stokes, est donc mis à prix. Il a été posé par le mathématicien français Jean Leray en 1933 et il défie toujours les mathématiciens. Et il y en a des bien plus anciens encore. Ah oui, parce qu'il y en a un qui a été résolu par Grégory, je pense, Perelman, à $1 million et il a refusé de venir prendre son $1 million. Oui, je vais vous expliquer. Grégory Perelman, donc peut-être l'un des vraiment plus grands mathématiciens de notre époque, c'est une des contributions qui restera pendant des siècles et des siècles. Et donc il a résolu cette fameuse conjecture de Poincaré qui portait sur, disons, la forme de tous les univers possibles, tous les univers à 3 dimensions possibles. Un problème qui a traversé tout le XXe siècle, qui a été posé par Henri Poincaré au début du XXe siècle. Il l'a résolu, il a refusé le $1 million, effectivement. Franchement, ça peut paraître un peu surprenant, mais moi, ça ne m'a pas choqué tant que ça. Parce que la gloire de résoudre ce problème est tellement plus forte que celle de récupérer le $1 million. Je vais vous dire une blague. Et même la médaille Fields, je pense aussi qu'il l'a refusée. Et la médaille Fields, il l'a refusée aussi. Mais ça pose moins un problème parce que de toute façon, cette année-là, c'était le meilleur, le plus grand, qu'il refuse, qu'il accepte. C'est comme, vous savez, quand Jean-Paul Sartre a refusé le prix Nobel, quelle importance. De toute façon, c'était le meilleur. Et donc là, quand Perelman a refusé cette médaille, vraiment, ça ne prêtait pas à conséquence. Peut-être au contraire, ça renforçait la légende. Mais une blague qu'a dite le mathématicien Andrew Wiles pendant le congrès où on honorait Perelman. Donc Andrew Wiles était venu à l'Institut Poincaré, on célébrait cette preuve par Perelman. Perelman n'était pas là. Andrew Wiles, lui, il a résolu le théorème de Fermat, une autre énigme qui a résisté pendant plus de 3 siècles. Et Wiles a dit, vous savez, ces problèmes du millénaire, ces problèmes du Clay Mathematics Institute, beaucoup d'entre nous donneraient de bon cœur $1 million pour avoir la gloire de pouvoir les résoudre. Tout à fait. Et l'araignée que vous avez sur votre veste, qu'est-ce qu'elle signifie? L'araignée, sa signification est un secret jalousement gardé. Ah oui, et vous n'allez pas nous la dévoiler aujourd'hui? Peut-être pour $1 million, on peut s'arranger. Ça c'est mal barré parce que je n'ai pas $1 million. Sornavenga, est-ce que vous avez $1 million pour avoir? Pas encore, hein. Très très loin du compte. Mais en fait, moi, parce que comme vous dites, vous semblez expliquer en fait l'utilisation pratique des maths dans le quotidien des hommes que nous sommes. Mais moi, j'ai deux phénomènes peut-être qui m'intéressent et je me pose la question de savoir si les mathématiciens l'avaient prévu ou s'ils y avaient pensé. D'abord, il y a peut-être 2-3 semaines, on a assisté à comment on appelle ça encore, à la neige dans le Sahara, dans des zones où il fait 50 degrés, donc de la neige sur les dunes, et qui explique peut-être le vague de froid qu'on retrouve un peu partout. Je ne sais pas si ça l'explique ou pas. Et deuxièmement, dans la question de la criminologie, on voit qu'il y a une intervention des maths pour résoudre des problèmes, des crimes supposés parfaits ou d'autres. Est-ce que c'est une réalité ou une fiction pour la criminologie? Et pour le Sahara, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a échappé aux scientifiques ou bien c'était vraiment quelque chose qui avait été prévu? Alors, je vais vous répondre sur les 2 questions. D'abord, sur la criminologie, c'est essentiellement une fiction, en disant que c'est très exagéré en tout cas. Mais c'est pas mal, il y a des séries qui parlent de résolution, numbers, des choses comme ça. C'est pas mal parce que ça fait de la publicité auprès des jeunes, après tout. Et ça insiste sur le côté ludique, attachant des énigmes mathématiques. Et ça, c'est important parce qu'il y a de moins en moins de jeunes qui se lancent dans ce genre de carrière. Ils trouvent que c'est rébarbatif, ils trouvent que ce sont des études longues, mais de nos jours, un scientifique dur, formé, il a son avenir garanti.
et il sait qu'il va être utile à la société, parce que le monde entier a besoin de chercheurs en sciences. Donc, s'il y a une série, même si elle distord la réalité, même si elle raconte un peu des sornettes, c'est pas grave du moment que ça suscite la curiosité des jeunes. Alors maintenant, pour la question de la neige, je vous garantis qu'on l'a senti passer. Hein. En ce moment, mes collègues qui sont restés à Paris, ils doivent se battre avec le gel et ils ont leur gros manteau, leur gros bonnet. Ils l'ont senti passer. C'est venu un peu sur toute l'Europe, c'était aussi sur le nord de l'Afrique et tout ça. C'est extrêmement difficile à prévoir ce genre de questions. Ça fait intervenir tout. Les problèmes climatiques sont parmi les plus délicats. J'ai parlé de cette question de Navier-Stokes qui était mise à prix pour $1 million, mais l'équation de Navier-Stokes qui correspond, elle est encore plus facile que les vraies équations de la météorologie. Ce sont des équations mathématiques qui sont extrêmement difficiles à prédire. Et en plus, elles font intervenir un grand nombre de paramètres. On ne peut pas négliger... Alors, il y a l'équation difficile, abstraite, mais après, il y a son implémentation en tenant compte des continents, en tenant compte des masses océaniques, en tenant compte de la vie aussi, qui influe beaucoup avec les forêts, avec tout ce qu'on a, et donc c'est extrêmement difficile. Quand on regarde les essais de prévision climatique à long terme, savoir si le réchauffement climatique est une réalité ou pas, ça a mis des années avant qu'un consensus se dégage. On avait beaucoup de modèles différents qui étaient possibles, on avait des très lourds calculs, pour savoir quelle était leur réalité, leur effectivité. Ça a pris beaucoup de temps et de débats. Maintenant, les gens sont dans l'ensemble convaincus en grande majorité, mais ça a demandé énormément d'efforts. Et il y a la question de... On n'est jamais à l'abri d'une quelque chose d'inattendu, un petit effet qu'on avait sous-estimé et qui va grandir. Effet papillon. Effet papillon. Ouais. Effet papillon. Alors là aussi, l'effet papillon, on l'a exagéré. Il n'est pas aussi systématique comme il est dans le climat que ce qu'on a dit. Mais il y a des fois où on est dans un tel phénomène. Pour le mouvement des planètes, il y a des effets papillons spectaculaires. Des fois, il y a certains astéroïdes qui représentent 1/1000 de la masse du Soleil. Hein. Des astéroïdes tout petits. Il suffit de les bouger de... Alors, si on s'intéresse au paléoclimat, au climat sur des millions d'années, il suffit de changer la position des astéroïdes de quelques centimètres pour que ça change la position des planètes 50 millions d'années plus tard. Radicalement. C'est spectaculaire, ce genre de choses. La vraie vérité, c'est que le monde est extrêmement compliqué. Oui, Cédric Vianney, la première chose qu'on devrait faire en s'adressant à vous, c'est de vous dire félicitations, parce que la médaille Fields, ça ne court pas les rues. Il y en a 4 tous les 4 ans. Vous voyez. Donc en moyenne 1 par an. Vous voyez. Et nous, au Sénégal, on a eu d'éminents mathématiciens, notamment le recteur Niang, hein, qui est décédé, que Dieu ait pitié de lui, qui a mis donc au point une formule mathématique. Mais on n'a jamais eu de médaille Fields au Sénégal. Donc c'est vraiment pour nous quelque chose d'important de voir quelqu'un de votre acabit venir avec cette médaille-là. Alors, justement, cette médaille, c'est combien? Vous dites, la Mathematics Institute donne $1 million. Quand vous avez la médaille Fields, il vous donne combien? Oh là là. Honnêtement, j'ai oublié, mais c'est de l'ordre de 10 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. On n'est pas dans la même échelle de grandeur non plus que le prix Nobel. J'aimerais commenter, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit. Et vous avez raison qu'il n'y a pas encore eu de mathématiciens africains en général distingués par la médaille Fields. Mais précisément, cette initiative AIMS, adossée à l'initiative Next Einstein Initiative, c'est un projet qui a pour but de développer les sciences mathématiques, la physique théorique au sein de l'Afrique, au contact de l'ensemble de la communauté internationale. Et c'est pour ça que des gens comme moi, où il y a le professeur Jean-Christophe Yokos aussi, Maxime Kontsevich, on est 3 médailles Fields. Il y a un prix Nobel, Klaus von Klitzing, qui suit de très près, qui est venu à l'inauguration, qui sera impliqué dans l'Institut. De toute façon, nous, en Afrique, pour ce qui est de ces distinctions internationales, nous ne sommes pas très bien lotis. Par exemple, pour le prix Nobel, hein, nous n'avons encore que des prix Nobel de littérature, hein, et de paix. Hein, merci, mais les prix Nobel de médecine, de physique, tout ça, ce n'est pas encore africain. Et professeur Tidjani, nous vous souhaitons le prochain
prix Nobel de physique. Hein, vous êtes, on a le professeur Mboup qui a co-découvert le HUV2, oui, mais qui n'a pas été. Je pense qu'il donne des cours aussi à l'EMS. Oui. Alors, professeur Vianney, les mathématiques, vous évoluez à très très haut niveau et quand vous y êtes, alors est-ce que cela vous rapproche de vérités fondamentales que vous découvrez dans l'univers, à vous-même? Est-ce que, par exemple, est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que cela fait de vous quelqu'un de plus croyant ou êtes-vous croyant ou athée, par exemple? Pour répondre à la question, c'est intéressant, c'est une question que beaucoup de gens me posent, parce qu'ils ont en tête que mathématicien, c'est associé à la spiritualité. Et d'ailleurs, parmi les scientifiques, c'est sans doute chez les mathématiciens qu'on trouve le plus de croyants. Moi, non, disons, je suis agnostique, je refuse de considérer la question, en tout cas. Je refuse de Vous ne savez pas si Dieu existe ou pas? Je ne sais pas, je préfère ne pas me poser la question. Ça ne fait pas partie des énigmes que vous voulez découvrir? Ça ne fait pas partie des énigmes, je ne pense pas qu'il y ait millions de dollars pour ça. Alors, vous êtes là au Sénégal aujourd'hui. Parce qu'il y a un institut de mathématiques qui vient d'être mis au point. Alors, le président Wade s'était emporté il y a de cela 2 ans parce que au concours général, il n'y avait pas de premier prix de mathématiques et le président s'était emporté qu'on ne peut pas développer un pays sans les mathématiques. Et aujourd'hui, c'est une réalité chez nous que les séries scientifiques sont désertées. Vous allez dans n'importe quel lycée, vous voyez les terminales L, là, il y en a 14-15, mais terminale S, il y en a S1, il y a juste une classe avec 15 personnes. Voilà, une dizaine d'élèves. Alors ça c'est un problème. Pourquoi, selon vous, il y a cette désaffection des mathématiques et quoi faire pour qu'il y ait un plus grand engouement? C'est une question fondamentale, ça. Fondamentale pour l'avenir du pays, pour l'avenir du monde. J'ai posé une question fondamentale. Là, vous avez posé une question fondamentale. Et évidemment que, disons, mathématiques, c'est pas très attractif pour le grand public. D'abord, l'enseignement qu'on a au lycée en mathématiques, c'est un enseignement qui va jamais plus loin que le début du 19e siècle. Alors que dans toutes les autres disciplines, et par exemple en littérature, on étudie des auteurs du 20e siècle, peut-être ça fait plus rêver. Parce qu'en mathématiques, la première qualité qu'on attend de l'enseignement, c'est de développer le raisonnement logique. Et pour ça, les bases, ce qu'ont fait les anciens, est suffisant. Mais souvent, les gens n'ont pas conscience qu'il y a aussi des développements récents. C'est pour ça que c'est important qu'on parle de mathématiques dans des émissions. Au passage, je vous félicite pour avoir sur ce plateau plusieurs scientifiques qui sont présents. C'est remarquable. C'est important qu'on montre des scientifiques dans les émissions, à la télévision. Ils ne sont pas uniquement dans les laboratoires. Ils ne sont pas uniquement dans les laboratoires. Ils sont dans la vraie vie. Et ils font des choses passionnantes aussi. Et ils sont à la recherche de choses qui sont nouvelles, de mystères. Le métier de scientifique, c'est un métier rempli d'aventures. Mais les gens n'ont pas forcément conscience. Alors, si les gens s'entassent dans les filières littéraires, c'est très difficile d'émerger. Hein. On le sait bien, n'est-ce pas, pour faire la preuve de son talent, c'est extrêmement difficile. Un scientifique, au contraire, je dirais, il a son avenir garanti. Alors évidemment, ça demande un dur travail, des années pour bien comprendre, mais après, tout est garanti. Mais les jeunes aujourd'hui n'aiment pas les mathématiques, n'aiment pas la physique, n'aiment pas la chimie. Et je ne sais pas, c'est dû au fait peut-être que les mathématiques ne sont pas traduites dans un langage qui est accessible et qui est attractif. Par exemple, pour nous, les Sénégalais, les Africains de façon générale, nous apprenons les mathématiques à travers une langue étrangère qui n'est pas notre langue maternelle. Et ça peut constituer une barrière sérieuse à ce que nous aimions les mathématiques. Maintenant, quelle est la solution? Parce que vous l'avez dit, nous sommes dans un monde où la technologie, aujourd'hui, elle est omniprésente. On ne peut pas ne pas la maîtriser. Nous ne pouvons pas uniquement être des consommateurs. Et si on n'est pas dans les mathématiques, dans la physique, dans la chimie, mais comment on ne pourra jamais rattraper les trains qui sont passés? Maintenant, comment faire, selon vous, pour qu'il y ait un engouement des mathématiques? Oui, vous avez parfaitement raison. Il faut agir à tous les niveaux et vous avez votre rôle à jouer, je veux dire, les médias, précisément en donnant la parole aux scientifiques et puis en enquêtant, en voyant ce qui s'y fait.
Il y a des fois des conférences publiques. Je profite de mon séjour ici pour donner une conférence, par exemple, à l'Institut français. Voilà, l'Institut français. Et si les jeunes voient l'araignée, est-ce qu'ils ne vont pas fuir les mathématiques? Ils vont avoir encore plus peur. Non, la seule personne que j'ai jamais vue qui ait vraiment peur d'une araignée, d'habitude, ça attire les gens. Okay. Sauf une fois sur un plateau radio, une des présentatrices de l'émission, quand elle m'a vu arriver, elle est partie de l'autre côté, tellement elle était effrayée. Mais d'habitude, plutôt les gens, ça les attire. Ils se disent, voilà, qu'est-ce que c'est ça? Voilà, est-ce que c'est pour ça que vous habillez un peu comme ça? On vous surnomme un peu la Lady Gaga des maths. Lady Gaga des maths, oui, voilà, c'est moi. Alors ça c'est mon habit, mon look là c'est purement instinctif. Vous voyez. La question que je voulais poser c'est au niveau de l'EMS à Mours parce que c'est ça le problème. On est en train d'étudier les mathématiques à l'EMS. Est-ce que les cours ont débuté? Comment ça se passe exactement là-bas? Oui, les cours ont débuté. C'est le démarrage comme vous disiez. Il faudra attendre à la fin de l'année pour en juger. Et puis les élèves ils vont progresser. Alors c'est un vrai défi pédagogique et je pense qu'année après année dans l'institut on va améliorer les choses, de faire coexister ensemble ces élèves qui viennent de beaucoup de pays différents, qui ont eu des enseignements différents. On va, au fur et à mesure, ajuster le curriculum pour répondre au mieux à leurs besoins. Parce que je trouve que c'est une véritable chance en mathématiques, avoir des médailles Fields, au moins 3 qui sont des professeurs dans cet institut. Vraiment, je trouve ça tout à fait révolutionnaire. Ils ont ça comme chance de pouvoir avoir des enseignements dispensés par des chercheurs qui viennent du monde entier, du plus haut niveau. Mais aussi, ils sont suivis de près. Il y a un système de tuteurs qui les encadre, qui leur fait des travaux dirigés, des choses comme ça. Et puis, ils sont ensemble. C'est extrêmement enrichissant pour ces jeunes de côtoyer des étudiants qui viennent de beaucoup de pays différents. Alors, on parle beaucoup, vous parlez avec raison de ces enseignements donnés par des chercheurs, entre guillemets, prestigieux, mais c'est aussi très important l'implication des universités locales. Par exemple, on a des enseignants qui viennent de l'UCAD pour enseigner à ces jeunes. Il ne faut surtout pas... cet institut, il n'est pas pensé pour être détaché des réalités sénégalaises. Il vient renforcer le tissu des universités sénégalaises avec l'apport de l'étranger. C'est très important de réussir cette coexistence, cet écosystème. Oui, moi je posais la question de savoir, le professeur Cheikh Anta Diop, il avait démontré qu'on pouvait enseigner les mathématiques, des équations compliquées en langue nationale. Alors, professeur Tidjani, pourquoi il n'y a pas eu de relève pour mettre cela, je veux dire, faire de cela une réalité? Ça, c'est une violente question, ça. Je pense qu'en termes de mathématiques, il n'y a pas eu de suivi. En physique, il y a le professeur Sahir Cham qui a essayé de faire des choses. Bon, mais sinon, il n'y a pas eu de tout à relève. Mais moi, j'aimerais quand même poser une question, si vous le permettez, au professeur. C'est par rapport au fait que je pense que du moment que vous venez souvent au Sénégal, je pense que vous devez mettre à profit votre voyage pour essayer de faire des conférences dans les écoles. Parce que se limiter uniquement au niveau de l'Institut, je ne pense pas que ça puisse amener les jeunes à aimer les mathématiques. Je pense que pendant votre séjour, aller à Saint-Louis, aller à Kaolack, faire des conférences pour les jeunes sur la vulgarisation scientifique, je pense que ça les amènera à aimer les sciences, parce que quand même, rencontrer une médaille Fields, c'est pas souvent. Et donc, je pense que ça peut les amener à aimer justement les matières scientifiques et inverser justement cette tendance à l'avenir. Vous avez parfaitement... Vous avez parfaitement raison, et en fait, c'est prévu. Dans mon séjour, je vais faire une conférence ici, il va y avoir ici dans un lycée à Dakar, et puis la prochaine fois, enfin à chaque fois on profitera de ça. Des conférences dans des lycées, vous avez parfaitement raison, c'est fondamental. J'en fais chaque année une vingtaine, à peu près. Et des fois même, j'essaie de regrouper des classes. Là, bientôt, quand je serai de retour en France, il y a une conférence à Toulouse qui m'attend devant plus de 1000 élèves de plusieurs classes qui sont rassemblés. Et c'est fondamental, vous avez parfaitement raison, parce que ça leur montre des scientifiques en vrai, ça leur montre un chercheur, ça leur donne un autre son de cloche que le cours qu'ils ont, qui est un cours très magistral, voilà. Et même si c'est à petite dose, même si c'est une petite épice qui vient par-dessus le cours bien solide, ça peut tout changer. Tous les scientifiques primés, prix Nobel et autres, quand on leur demande d'où vient leur goût pour les sciences, presque toujours ils peuvent citer un enseignant qui leur a transmis sa passion. Et il suffit des fois
d'un contact de quelques heures pour bouleverser une carrière. Mais moi cette question aussi, il faut la reposer au professeur Tidjani. Pourquoi mais vous, en tant que scientifique, on n'aura pas le temps de faire ce débat. On n'aura pas le temps de faire ce débat, professeur Tidjani. Le professeur Tidjani, avec cette revue, il est extrêmement impliqué dans la société. Je suis admiratif. Ouais. Je suis assez admiratif. Bon, peut-être qu'il y a quelques petites fautes d'orthographe dans sa revue, mais franchement, c'est pas bien méchant comparé à l'importance de cet enjeu. Il ne faut pas suivre M. Tongara, il est toujours chahuteur. Il est toujours chahuteur, oui, c'est ça, je le disais aussi. Nous vous félicitons vraiment de vous avoir, par rapport à votre médaille Fields. Nous sommes très honorés de vous avoir reçu. Et nous pensons peut-être que durant vos autres séjours, nous aurons l'occasion de vous avoir sur ce plateau encore. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci beaucoup.